Every crisis provides the opportunity for a breakthrough. In 1849, we made our first breakthrough, an inventive and groundbreaking way to treat parasites. We discovered how to get life-saving supplies to the Union Army. We broke through the barriers of mass production, making penicillin and other antibiotics accessible on a massive scale. The life-preserving drugs known as antibiotics met the challenges of war. And contributing to one of the biggest life-saving measures of the 20th century. Entering a new era of medicine in which the natural lifespan may be greatly expanded. We fought polio with an oral vaccine, so millions of children could be children again. We innovated a needle that would be one of the key tools in eradicating smallpox. The disease has been wiped off the face of the earth. We took on some of the greatest causes of pain, illness, and early death and fought them with treatments that improved the quality of our hearts, bodies, and even helped the way we love. We harnessed cutting-edge science to create breakthrough therapies that help people with cancer live longer. And now, we have broken through the biggest health crisis of our time. With our partner, we have developed a vaccine for COVID-19. Over 170 years of breakthroughs, and we're just getting started. Bonjour professeur, bonjour docteur, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence. Nous allons découvrir des témoignages de patients qui ont contracté la Covid et qui ont dû lutter contre certaines de ses conséquences à court et à plus long terme. À partir de quand parle-t-on de Covid long? Et puis quels sont les traitements aujourd'hui disponibles? Quelle prise en charge pour cette nouvelle pathologie? Eh bien, nous allons faire le point dans quelques instants avec nos orateurs. Avant cela, quelques précisions techniques. Néerlandais et français seront parlés aujourd'hui. Une traduction est disponible. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur l'onglet représentant un casque blanc au bas à droite de votre écran. Cette conférence, évidemment, se veut interactive. Votre avis, votre ressenti, votre expérience, eh bien, tout cela nous intéresse. N'hésitez pas à les partager avec nous. Et pour ce faire, eh bien, pour réduire l'espace qu'il y a entre nous, puisque nous ne sommes pas encore à nouveau dans la même pièce, eh bien, nous allons utiliser Slido. Vous allez voir apparaître sur votre écran un QR code. Eh bien, ce QR code, c'est celui que vous devez scanner avec votre GSM. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez simplement faire comme si vous preniez une photo de ce QR code. Et puis, quand vous arriverez sur la plateforme, on vous demandera d'introduire un hashtag. Ce hashtag est le suivant, tout en majuscule BBC et puis en minuscule Covid, donc BBC Covid, c'est ce qui vous permettra de nous poser des questions. Je transmettrai un maximum de questions qui seront posées à nos orateurs. Et d'ailleurs, on va faire un test tout de suite pour voir si cela fonctionne. Voici la question à laquelle je vais vous demander de répondre. Dites-nous pour quelles raisons vous êtes là aujourd'hui. Êtes-vous un patient? Êtes-vous le proche de l'un d'entre eux? Êtes-vous un médecin ou un soignant? Eh bien, à vos téléphones, nous allons découvrir la réponse que vous nous aurez donnée dans quelques instants. Et sans plus attendre, je me tourne vers le professeur Patrice Boyer. Bonjour professeur.
Vous êtes psychiatre, bonjour, vous êtes psychiatre et vous êtes également le vice-président de l'European Brain Council. On en apprend chaque jour un peu plus sur la Covid. Certains facteurs semblent être déterminants dans la survenance des problèmes neurologiques et psychiatriques liés au virus. D'avoir organisé ce webinaire sur un sujet aussi important. On sait déjà depuis plus d'un an que le virus de la maladie, ce virus s'appelle SARS-CoV-2, a un impact majeur non seulement sur les voies aériennes et le tractus respiratoire, comme ça a été décrit au début de l'épidémie, mais également sur le système nerveux et le cerveau. Pour dire les choses simplement, ce virus a le cerveau pour cible. Il est neurotoxique. Cette neurotoxicité, comme il sera rappelé par les intervenants de ce webinaire, est à la fois directe et indirecte. Indirect veut dire lié aux modifications immunitaires et inflammatoires déclenchées par l'infection. Contrairement à ce que l'on pensait il y a encore, disons, un peu plus d'une vingtaine d'années, le cerveau n'est pas un sanctuaire immunitaire. Le fameux orage immunitaire qui accompagne la maladie a un impact direct sur le cerveau et notamment sur la circulation cérébrale. Et ça, on en aura aussi de plus amples détails. Mais qui dit cascade immunitaire et inflammatoire, dit aussi rôle du stress. On sait que les facteurs de stress vont aggraver ces cascades immunitaires et inflammatoires. Ce qui met en évidence qu'il y a un lien très étroit entre des facteurs psychologiques, le stress, et des facteurs biologiques qui sont les réactions du cerveau. Dans le cas du Covid, le stress est lié à plusieurs éléments. Au danger représenté par la pandémie, tout d'abord, mais également à l'isolement, lié au confinement répété, surtout pour les personnes seules, âgées, vulnérables, aux restrictions de déplacement qui empêchent la continuité des soins. Donc, toutes ces ruptures sont des facteurs de stress qui vont aggraver les cascades immunitaires et inflammatoires. Un autre aspect de la maladie Covid est l'existence d'un Covid long. Covid longue, en français, n'est pas très euphonique. Ce Covid long est défini temporairement, car il n'y a pas encore de consensus, par la persistance de symptômes liés à l'infection virale au-delà de 6 semaines après le début de la maladie. Encore une fois, c'est une définition temporaire. En fait, des données récentes montrent qu'un nombre important de symptômes peuvent persister au-delà de 35 semaines. Ce sont les derniers articles sur la maladie, ce qui pose, au-delà de 35 semaines, un problème majeur en termes de santé publique. La plupart des Covid longs font suite à des formes, paradoxalement, modérées, voire d'intensité moyenne ou peu sévère de la maladie, ce qui n'empêche pas de la maladie de durer au-delà de ces 6 semaines, ce qui est déjà une alerte. La fatigue, l'insomnie, les troubles cognitifs, le fameux brain fog, c'est-à-dire le brouillard mental, donc des troubles de la concentration, de la mémoire, l'irritabilité, l'anxiété, la dépression, constituent la liste des symptômes les plus prévalents, ce qui montre encore une fois clairement que le cerveau est la cible centrale de ce virus. Les conséquences de ces atteintes cérébrales et les mesures à prendre vont être passées en revue par les orateurs de ce webinaire, en particulier comment prendre en compte la vulnérabilité des populations jeunes, car il a été décrit récemment de plus en plus que les populations jeunes et les enfants étaient la cible du virus. L'âge moyen du Covid long n'a rien à voir avec celui des formes graves, on l'a vu. L'âge moyen du Covid long, c'est 40 ans. Ce n'est donc pas les formes graves qui atteignent l'espérance vitale de sujets de plus de 80 ans, comme on le sait. Comment comprendre mieux les mécanismes
qui sont à l'origine du Covid et comment imaginer des techniques qui augmentent la résilience biopsychosociale. Ce sujet sera aussi abordé. Comment prendre en compte le témoignage des patients eux-mêmes? On néglige beaucoup trop souvent la description des symptômes et de l'évolution de la maladie par les patients. Et les réintégrer dans nos modèles est absolument essentiel. Comment prendre enfin le problème du Covid long? On l'a vu, il n'y a pas de consensus sur la définition actuelle et pas de reconnaissance qui soit encore standardisée et officielle. Notamment, c'est essentiel. Et quelles sont les bases neurobiologiques de ce Covid long? Quels sont les traitements de ce Covid long? Vous voyez, il y a une multiplicité de questions et justement, ce webinaire va nous permettre d'ouvrir certaines fenêtres essentielles sur ces questions. Et je remercie par avance tous les orateurs pour leur intervention que nous allons écouter maintenant. Merci beaucoup. Merci professeur pour cette introduction. Alors la solitude, le stress, eh bien vous en avez parlé et effectivement beaucoup de personnes les ont ressentis pendant les différents confinements et puis aussi en dehors de ces confinements, surtout et principalement pour les personnes à risque et leur entourage. Alors le Covid-19 a rapidement affecté le mental des populations du monde entier. Que peut-on en dire aujourd'hui avec le recul? Certains facteurs nous prédisposent-ils à cette souffrance ou le risque est-il présent chez tout le monde? Eh bien, nous allons le découvrir au fil des 2 conférences qui vont suivre. Avant cela, pour les médecins qui nous regardent, sachez que cette conférence est accréditée par l'INAMI, les kinés et les pharmaciens. Vous pouvez également demander une attestation de présence. Alors pour tous, une seule et même adresse, c'est celle du vice-président du Belgian Brain Council, le Dr Gianni Franco, et c'est la suivante, tout en minuscule, gianni.franco@skynet.be. Voilà qui est dit. Un petit coup d'œil maintenant sur les résultats de notre sondage Slido et on va les regarder ensemble. Voilà, vous êtes 39% à être des patients, 25% à être médecins, 17% de soignants et puis 8% de familles et 8% qui regardent pour d'autres raisons, donc peut-être étudiants ou personnes qui ont l'habitude de se connecter chez Belgian Brain Council ou European Brain Council. Merci en tout cas d'avoir participé. Je vois que vous savez comment ça fonctionne. Et donc, c'est de cette façon que vous allez pouvoir nous poser vos questions pendant la conférence. N'hésitez pas à le faire. On accueille tout de suite Fabienne Glovax. Bonjour professeur. Vous dirigez une unité de recherche consacrée à l'adaptation, la résilience et au changement à la faculté de psychologie de l'ULiège. Vous avez mené plusieurs études en rapport avec la Covid avec plus de 20 000 personnes, donc c'est assez important comme étude. On a beaucoup parlé de la souffrance des jeunes, alors qu'en est-il réellement? C'est notamment l'une des choses que vous avez observées et la parole est à vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire et pour cette conférence. Je vais de suite partager mon écran. Voilà, donc effectivement, depuis le début de la crise, j'ai mené plusieurs études ainsi que d'autres équipes en Belgique afin d'évaluer l'impact au niveau du bien-être et de la santé mentale avec des échantillons de grande importance. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dès les premiers temps de la crise et du confinement, la moitié des répondants présentaient une détresse psychologique et on pouvait relever une augmentation par rapport à la période pré-Covid, en référence à des données de 2018. Et notamment, cette détresse psychologique était en lien avec la restriction des activités sociales, des contacts sociaux et du soutien social. Autre étude que j'ai menée, 39% des sujets ayant répondu à l'enquête présentent des symptômes d'anxiété, 46% de dépression et un sujet sur 5 présente des symptômes de dépression et d'anxiété sévère. Et ce que l'on peut remarquer dès les premiers temps de la crise également, les femmes présentent des taux d'anxiété, des scores d'anxiété de dépression plus élevés que les hommes et ce, aux différents temps de la crise et ces résultats sont corroborés par l'ensemble des études internationales. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer, déterminer cette détresse psychologique, on retrouve l'intolérance à l'incertitude, c'est-à-dire la difficulté à supporter l'inconnu, l'incertitude et durant cette crise, ces incertitudes se sont succédées. Autre résultat majeur qui ressort de ces études,
parmi l'ensemble de la population, là il s'agit des adultes, ce sont les groupes d'âge, les 18-30 ans, qui présentent également à la fois les plus hauts scores et taux de prévalence d'anxiété et dépression. Il s'agit là d'une étape de vie qui caractérise la transition à l'âge adulte, recouvrant de nombreux enjeux développementaux et au cours de laquelle la vie sociale joue un rôle important. Et pendant le premier temps de la crise, ces jeunes ont subi de nombreuses privations sociales et c'est parmi ce groupe d'âge que l'on va retrouver également un grand nombre d'étudiants, notamment 50% des étudiants de ce groupe d'âge et des étudiants, et présenter également encore une élévation, un niveau plus élevé de dépression et d'anxiété. Ça, c'était durant les premiers temps de la crise. Qu'en est-il un an après? Nous avons eu l'opportunité de mener une étude auprès des étudiants de l'enseignement supérieur à la demande du ministre Glattini. Cette étude a été menée également en partenaire néerlandophone. 23 000 étudiants ont répondu à cette enquête et l'on peut voir que un an après la crise, donc au mois d'avril 2021, nous observons une augmentation des taux de prévalence des étudiants, du nombre d'étudiants qui présentent des symptômes dépressifs et des symptômes d'anxiété. Alors, parmi autres résultats également, un étudiant sur 5 présente des idées suicidaires occasionnellement et de manière sévère. Et parmi les groupes vulnérables, nous retrouvons les filles et les sujets non binaires. Quels sont les facteurs qui vont participer à une élévation, une augmentation de cette anxiété-dépression? Eh bien, on va voir la détérioration financière. Donc, 42% des étudiants nous disent avoir subi une perte financière, ce qui est assez important, et cela va avoir un impact direct au niveau de l'anxiété-dépression et générer bien sûr un stress, comme on vient de le dire. Le sentiment d'être en décrochage, de décrocher au niveau des études, l'hostilité également, l'hostilité renvoyant à la colère, à la rancœur, à la difficulté de gérer les tensions. Et nous avons également remarqué que les étudiants bacheliers 2 et 3 étaient plus anxieux alors que les Master 2 étaient plus dépressifs. Quels sont les éléments qui vont au contraire préserver le bien-être des étudiants et participer à la résilience? On voit que le maintien des interactions sociales et les contacts avec les familles et les amis, le maintien d'activités diversifiées autres également que les études, mais aussi le maintien d'un investissement de la scolarité, l'engagement par rapport à la scolarité et l'activité physique régulière qui apparaît comme un facteur de protection par rapport à la dépression. Nous avons vu qu'il y a un grand nombre d'étudiants qui ont souffert, qui est en souffrance psychologique durant cette crise. Cependant, on remarque que seulement 15% d'entre eux vont demander une aide psychologique, ce qui nous indique qu'il y a vraiment des freins par rapport à la recherche d'aide et un questionnement qui doit se poser par rapport à l'accessibilité des dispositifs qui ont été mis en place. Nous avons parlé des adultes, des majeurs au-delà de 18 ans. Qu'en est-il pour les adolescents? Eh bien, les adolescents, les 12-18, également ont manifesté une détresse psychologique en augmentation, les filles de manière plus importante que les garçons, avec des taux d'anxiété, de dépression, d'idéation suicidaire, de perte de sommeil, d'appétit, mais également de perte de sens de la vie. Et là, on va voir que parmi les facteurs qui participent, on va voir les tensions familiales. Ces adolescents étaient principalement confinés au sein de la famille, ont vécu pendant 1 an et demi dans des relations plus proches. La perception de la gravité de la maladie qui s'est associée à la peur, les difficultés d'apprentissage en ligne, ainsi que l'absence d'interaction avec les enseignants. Et ce qui va au contraire préserver le bien-être de ces jeunes adolescents, c'est une ambiance et une communication au sein de la famille, à la maison, mais aussi le soutien par les enseignants, l'engagement dans des activités diversifiées et le maintien des contacts avec les pairs. Ceci m'amène à conclure cette intervention en affirmant que la crise a été dévastatrice au niveau de la santé mentale, particulièrement pour les jeunes, mais elle a également été révélatrice des besoins de jeunes, des besoins de lieux sociaux, des espaces sociaux pour se développer. Prenons soin du bien-être des jeunes, des étudiants, pendant et après la pandémie, et augmentons l'accessibilité des aides et des soins psychologiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fabienne. Nous allons
Venir à ça, évidemment, j'imagine que nous aurons des questions à vous poser. Alors le stress dont vous venez de parler justement, est-il à lui seul capable de créer les mêmes troubles psychiatriques que ceux engendrés par le dérèglement endocrinien ou encore immunitaire causé par la Covid? Eh bien, c'est en partie le cas. L'un des traitements qui semble fonctionner, c'est la stimulation du nerf vague. Alors, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infirmier, eh bien, pas grave, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Et pour ce faire, nous allons rejoindre Marianne van der Hasselt. Bonjour Marianne, vous êtes psychologue clinicienne et vous dirigez le laboratoire de psychiatrie expérimentale à l'université de Gand. Alors ce nerf vague, on a l'impression que cela pourrait être au moins une partie de la solution. Dank u wel. Oui, en effet, merci pour cette introduction. Je vais partager ma présentation. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Bonjour à tous, merci pour votre présence. Lors de ma présentation, je vais parler de l'importance de l'interaction entre le corps et l'esprit et comment utiliser cette connaissance pour traiter les problèmes mentaux et aussi en période de corona. Quand on regarde la pandémie récente et quand on regarde l'impact du Covid sur la santé mentale, on voit clairement qu'il y a un lien. Différentes recherches ont montré que 1 sur 5 patients développent des troubles mentaux, que ce soit une anxiété, une dépression ou autre. Et on a démontré que ce risque élevé persiste même quelques années après l'infection. Maintenant, comment cela se fait qu'une exposition aux infections, que ça peut mener à une augmentation des problèmes psychiques? Eh bien, on peut trouver la réponse dans le fait qu'on peut avoir un effet inflammatoire. Je vais vous expliquer cela. Regardez ici la photo. Là, vous voyez le système nerveux central et le système nerveux périphérique. L'interaction se fait via le système nerveux autonome et vous voyez qu'il y a des communications entre le cerveau et le système nerveux périphérique. Pour être plus spécifique, il y a des informations qui se transmettent dans le corps et ça passe donc de notre corps au cerveau. Ces informations se transmettent et comme ça, le cerveau donne des signaux pour créer ces hormones de stress et ça va être envoyé à différents organes. C'est donc une réaction de stress. C'est une réaction de stress qui est importante pour libérer de l'énergie, pour se battre contre l'infection aussi et pour réagir donc. Maintenant, si ça perdure dans le temps, ça peut donner un cumul d'hormones qui provoquent le stress. Et comme ça, on voit que les infections ou les inflammations peuvent persister. Et ça, c'est donc une réaction de stress qui dure longtemps. Et c'est ça qui peut épuiser notre corps et augmenter le risque d'avoir des problèmes au niveau mental. Comme le professeur vient de le dire, enfin, et l'autre collègue l'a déjà mentionné aussi, il faut bien regarder l'activité du corps et il faut regarder comment on ressent le stress. Et ici, lors de la pandémie, on a vu différents facteurs de stress. Il y avait le travail, l'augmentation de problèmes financiers dans certains cas, il y a la solitude, il y a aussi des tensions, on peut avoir des avis divergents quand il s'agit du port de masque ou autre. Et on ressent aussi cette menace dès qu'on sort de chez soi. On a peur du virus.
Et évidemment, le fait de ressentir ces menaces, ça donne aussi lieu à plus de stress. Et là, on voit que ça perdure dans le temps. Donc, en résumé, on voit ces facteurs stressants et ça va donc renforcer la réaction de stress biologique d'une part et psychologique d'autre part. Et comme ça, on voit qu'il y a de plus en plus d'angoisse et comme ça, on peut aussi comprendre ces angoisses et les problèmes qui peuvent perdurer après l'infection Covid. Et ce que je dis, ça semble au premier abord négatif. Mais en fait, on peut aussi utiliser cette connaissance. On peut utiliser cette connaissance pour améliorer la santé mentale des patients Covid. Ici, on voit à l'écran le nerf vague. Et on voit que le nerf vague connecte différents organes avec le cerveau. Et ce nerf aide le corps à échanger des informations avec le cerveau et vice-versa. Le nerf vague est donc comme une autoroute qui traverse le corps. Le nerf vague peut donc diminuer les inflammations, mais le nerf vague peut aussi freiner la production d'hormones de stress. Et comme ça, on peut de nouveau se sentir en sécurité, on peut de nouveau se sentir calme. On peut donc activer ce nerf vague grâce à différentes techniques. Il y a pas mal de techniques, je vais en partager quelques-unes avec vous. En fait, quelque chose qui ne coûte pas cher et comme ça on peut stimuler le nerf vague. C'est une stimulation au niveau du cou ou au niveau de l'oreille. Ce sont des techniques qui peuvent donc diminuer les inflammations. Et ça peut aussi diminuer les plaintes au niveau psychique. On a testé cela dans notre labo et on a vu qu'après la stimulation du nerf vague, on commençait à moins avoir de soucis, à moins réfléchir à tous les soucis. Puis on peut aussi adapter ses activités et tout ce qui est mode de vie maintenant, faire de l'exercice physique. On a démontré que ça augmente l'activité de nerf vague et ça va donc diminuer le stress. Il y a aussi des techniques de respiration. Si on a une bonne respiration très lente, eh bien, ça peut stimuler l'activité du nerf vague. Pour clôturer, je peux dire que les effets du Covid, on ne peut pas les prédire, mais on peut adapter un peu ces activités pour avoir un impact positif sur la santé mentale et on peut donc avoir un effet positif sur les interactions corps-esprit. C'est ce qu'on a déjà vu que c'est important et qu'on peut utiliser la stimulation du nerf vague dans ce sens. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marianne Van der Hassel. Je voudrais répondre à quelques questions qu'on nous pose sur Slido, qui ne sont pas des questions très scientifiques, mais plutôt techniques. Si vous nous entendez dans une langue qui n'est pas la vôtre, vous pouvez, pour sélectionner la langue, aller au bas de votre page, au bas de votre écran, vous allez voir un petit casque blanc. C'est là-dessus que vous devez cliquer pour choisir la langue. Si vous entendez la langue que parle l'orateur en même temps, eh bien c'est tout à fait normal d'entendre les deux langues puisqu'on ne peut pas en supprimer une. Donc il est normal, on va baisser un petit peu le retour pour vous puisque visiblement ça semble déranger certaines personnes. Mais voilà, c'est tout à fait normal, ne vous en inquiétez pas. On va accueillir
accueillir maintenant Brieux Van Damme. Bonjour Brieux Van Damme, merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général des soins de santé à l'INAMI. Alors au cours des 2 dernières années, eh bien, l'INAMI a été largement sollicité. Il a fallu prendre en charge au mieux les conséquences directes et puis ensuite les conséquences indirectes de la Covid. Et il y a une volonté certaine de la part du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek, de cheminer vers un meilleur cadre pour ces soins. Est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui avec vous? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Je dois dire, je suis impressionné par la qualité d'intervention de mes prédécesseurs à cette conférence. C'est extrêmement clair et je pense que le contexte parfait aussi pour donner quelques précisions effectivement sur voilà, ce que fait l'INAMI et le gouvernement fédéral par rapport aux soins psychologiques et plus particulièrement dans le cadre de la Covid. Un petit peu de contexte peut-être. Je ne sais pas si mes slides bougent. Pas encore. Voilà, vous voyez ma présentation? Oui. Parfait. Excusez-moi. Voilà, Voilà, donc le contexte. Je pense que je ne vais pas parcourir exactement ce qu'il y a dans les slides. J'imagine qu'ils seront mis à disposition après la conférence. Toujours est-il que j'ai bien noté effectivement les différentes interventions, notamment ce que disait le professeur Klovac par rapport à la prévalence des troubles psychologiques suite au Covid. Plus de 50% des adultes semblent effectivement avoir des troubles suite au stress généré par cette pandémie sans précédent. Seulement 15% par contre semblent aller chercher de l'aide. C'est aussi un chiffre que le professeur Klovac nous a transmis. Alors vous savez peut-être que lors du précédent gouvernement, un embryon de remboursement de soins psychologiques de première ligne avait été mis en place, mais effectivement, c'était une toute première pour l'INAMI et le SPF Sécurité sociale avec qui nous avons développé cette convention et le gouvernement de Croo, donc depuis 2020, a mis à disposition une enveloppe bien plus conséquente pour lutter contre ces troubles. Qu'est-ce qu'on a fait depuis lors? Donc il y avait cet embryon de convention qui permettait un premier remboursement d'un certain nombre de sessions pour les patients. Ensuite, nous avons mis une nouvelle convention en place, notamment axée sur les indépendants, qui, voilà, de par les conséquences économiques, étaient très fortement touchés aussi au niveau mental, pour leur rendre les soins psychologiques justement gratuits. Et nous avons essayé de travailler avec des sentinelles, des gens qui proactivement pouvaient aller chercher, identifier ces personnes pour les amener vers cette aide. Nous avons vu encore une fois que seulement 15% des personnes cherchent de l'aide, donc c'est important de sensibiliser et de sortir un petit peu les troubles psychologiques de la sphère du tabou dans lesquels ils se trouvent encore aujourd'hui. Nous avons utilisé cette même convention parce que malheureusement nous avons été frappés par une deuxième crise, à savoir les inondations en juillet. Nous avons utilisé cette même enveloppe, cette même convention pour aller identifier des personnes qui étaient très fortement touchées par les inondations pour justement leur apporter le soutien psychologique nécessaire. Et enfin, nous avons, le 26 juillet, conclu une nouvelle convention pour les soins psychologiques en Belgique. Et c'est peut-être là-dessus que je vais axer ma présentation. Je vais parcourir très rapidement, en fait, ce slide, les autres, encore une fois, contiennent plus de détails, mais je pense que pour ce matin, c'est peut-être plus intéressant d'aller vraiment, qu'est-ce qui rend ce nouveau cadre aussi intéressant. D'abord, on va travailler avec des réseaux, 32 réseaux qui sont ancrés localement et qui prévoient des soins différenciés pour les adultes, d'une part, et pour les enfants et les adolescents, d'autre part, qui sont, comme nous l'avons vu, effectivement, très fortement touchés. L'ancrage local est très
très important. Pourquoi? Parce que nous allons en fait, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais nous prévoyons en fait un financement pour le réseau, et c'est au réseau local, évidemment en suivant un certain nombre de consignes directrices reprises dans cette convention, mais c'est au réseau local en fait d'aller voir comment gérer cette enveloppe pour justement pouvoir répondre aux besoins qui peuvent être différents d'une région à une autre, et de travailler surtout avec les acteurs locaux, des sentinelles, évidemment la médecine de première ligne, les réseaux de santé mentaux, les hôpitaux aux besoins, etc., etc. Et donc vraiment d'avoir une aide qui est vraiment modulée en fonction des besoins très particuliers. Troisièmement, c'est un système échelonné, comme vous voyez ici. La convention prévoit en fait des soins de première ligne qui sont directement accessibles par le patient, donc pour justement rendre cette barrière encore plus basse. Est-ce que ça va suffire d'enlever certaines barrières financières? Probablement pas, mais c'est aussi pour ça, je pense, que dans les semaines et mois à venir, nous allons devoir développer une réelle campagne de communication pour attirer l'attention à cette nouvelle offre de manière très large, pour que justement il n'y ait plus ou de moins en moins ces barrières pour aller chercher de l'aide. Donc c'est un système échelonné, première ligne d'une part, et puis des soins spécialisés d'autre part, sur base d'un bilan fonctionnel, ce bilan fonctionnel qui en fait est développé par plusieurs acteurs, la médecine générale d'une part, les psychologues et psychothérapeutes d'autre part, et ça m'amène à une quatrième particularité, si je peux dire, de la convention, qui prévoit que nous avons prévu aussi du budget pour justement aller rembourser non seulement des thérapies de groupe pour une offre un peu particulière pour certains besoins, mais aussi nous allons prévoir de rembourser justement ce dialogue entre prestataires de soins, entre différents prestataires de soins, pour que le patient soit vraiment pris en charge de manière holistique, et non pas d'avoir une approche trop médicalisée des troubles de santé mentaux. On voit aussi, il y a encore beaucoup de questions effectivement, comme la professeure Van der Hasselt nous a dit, il y a encore beaucoup de questions sur les séquelles à long terme du Covid, notamment sur les troubles mentaux, mais toujours est-il que nous voyons aussi que certains patients, en fait, avec le soutien nécessaire, après un certain nombre de mois, retrouvent un équilibre mental qui est similaire à celui de l'avant-crise. Et donc, je pense qu'il est là aussi, c'est important d'avoir une offre différenciée, mais qui ne soit pas trop médicalisée. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, voilà. Et dernièrement, et c'est peut-être pas inintéressant, voilà, tout ce nouveau système, c'est très neuf. Nous avons évidemment des soins psychiatriques qui sont remboursés depuis très longtemps, des hôpitaux psychiatriques, mais ces soins de première ligne, c'est vraiment nouveau. Et donc, je pense qu'il faut non seulement laisser le système se mettre un petit peu, et nous allons commettre des erreurs, et nous allons en apprendre, en tout cas tirer les bonnes leçons. Et c'est pour ça que nous avons mis en place tout un système d'indicateurs, de récolte de données et de suivi pour justement pouvoir adapter et être agile quant aux besoins de la population. Brio Van Damme, je vous interromps juste une seconde. Je pense que là, maintenant, le temps commence à avancer, et je voudrais avoir des réponses parce qu'on a pas mal de questions sur le Covid long, justement. Qu'est-ce qui est prévu au sein de l'INAMI? Et je pense que vous aviez une présentation là-dessus. Donc, on va en venir aux questions-réponses. Donnez votre réponse aux spectateurs. Excusez-moi, Madame Constanzo. Pas de problème. Donc c'était la dernière partie. Long Covid, donc évidemment énorme sujet. Nous sommes avec le CACE, nos collègues du CACE, donc le Centre fédéral d'expertise, en train d'étudier exactement quels sont les besoins, quelles sont les conséquences avec les différents centres universitaires en Belgique. Et très prochainement, cette étude sera publiée. Nous espérons en octobre, suite à quoi effectivement nous allons pouvoir développer des lignes directrices et rembourser les besoins les plus criants. Je veux juste être prudent pour ne pas créer des fausses attentes. C'est un domaine complexe, les moyens sont limités, et donc je pense qu'il faut aussi laisser le temps aux scientifiques et à la communauté médicale de trouver les bons leviers pour y remédier. Mais donc voilà, je vais en terminer là. Merci beaucoup, Brio Van Damme. Et je vais tout de suite vous passer quelqu'un qui voudrait vous poser une question. Je pense que vous connaissiez déjà, c'est Sabine Korachan qui travaille pour la LUS,
une association de patients. Sabine a une question. Est-ce que vous pouvez faire brièvement part de votre question à Brieux Van Damme? Sabine Corachan? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ce n'est pas directement ma question. Je suis ici un peu au nom des deux collectifs de patients Covid long qui existent en Belgique et aussi suite aux interpellations que la LUS a faites l'année dernière. Mais il nous semble qu'il manque une campagne de sensibilisation, aussi bien des citoyens et des professionnels de la santé. Le terrain nous montre qu'il y a quand même encore soit un tabou, soit on ne veut pas trop parler ou dire ou ignorer même. On comprend parfaitement qu'il manque des evidence-based, des données solides, mais même avant cela, la sensibilisation, où en est-elle en fait? Donc, comme je vous disais, je pense qu'effectivement, nous allons devoir mettre le paquet sur la communication large et la sensibilisation. Nous travaillons déjà avec des sentinelles pour ce qui est des troubles psychologiques. Je pense que c'est une approche qu'on va devoir évaluer et peut-être alors structuraliser dans le futur, tout en ayant une communication, une campagne de communication grand public super professionnelle. Mais encore une fois, tout ça va devenir plus clair dans les semaines qui viennent. Merci. Je vous remercie, mais on l'attend impatiemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, Sabine Corachan, qui sont impatients. Brieux Van Damme reste avec nous encore quelques minutes. On va découvrir les autres questions et notamment parmi ces questions, l'éventuelle corrélation entre Covid long, encéphalomyélite myalgique va-t-elle être abordée ce matin? Alors pas à ma connaissance, ça, on abordera ça un peu plus tard avec des neurologues. Alors, attendez, on va en retrouver une autre. La dépression accentue les problèmes de l'observance médicamenteuse. L'INAMI a un projet en favorisant la synergie entre les médecins généralistes et les pharmaciens. Ça encore, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a un projet ? Oui, donc le schéma de médication effectivement est en train d'être développé. Ça va permettre une communication beaucoup plus fluide, digitalisée entre les médecins d'une part et le pharmacien d'autre part. Donc tout ça est en train d'être opérationnalisé. Il vous reste pas mal de travail, je pense, Brieux Van Damme. Vous n'allez pas chômer dans les prochains mois. C'est un domaine de 35 milliards d'euros. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de travail et d'amélioration à faire. D'accord. Alors, je pense que cette question est plutôt pour Sabine. Non, pardon, je me trompe de prénom. Fabienne Glovax, on y arrivera. Alors, est-ce qu'on a observé dans la même période une augmentation de symptômes neurologiques et de stress psychosocial chez les non contaminés? Si oui, à quel degré par rapport à la Covid? Alors peut-être ai-je manqué de préciser, donc les études que nous avons menées sont des études qui portent au niveau de la population générale et donc non pas auprès de patients. Donc on s'est vraiment intéressé au niveau de la population générale, donc le stress qui est engendré par la crise, par les mesures sanitaires, par le climat d'insécurité qui a régné, et ainsi que par toutes les privations auxquelles ont dû faire face la population. Donc, on n'a pas isolé ou identifié le groupe unique de patients. Est-ce que, justement, vous avez une idée de la comparaison, peut-être, avec des gens qui ont fait les mêmes études que vous, mais à destination des patients Covid? Est-ce que là, on voit une différence? Donc, on a vu une tendance, en fait, parmi les facteurs prédicteurs de la dépression, de l'anxiété, on a mesuré le degré de proximité par rapport au Covid, c'est-à-dire avoir été soi-même contaminé, avoir un proche qui a été contaminé ou avoir été suspecté d'avoir été contaminé. Donc, cette proximité avec la Covid, avec des proches qui ont eu la Covid, va augmenter le risque de développer des symptômes dépressifs et anxieux. Donc, en soi, ce n'est pas le virus en lui-même, mais c'est vraiment la proximité, l'expérience qui est faite avec la Covid. D'accord. Marianne van der Hasselt, pour vous, une question. Est-ce que ce traitement via le nerf vague, il va être bientôt disponible pour tous les patients et quel sera le coût? Est-ce que ce sera couvert, évidemment, par les soins de santé en Belgique?
Je réponds en néerlandais ou en français? Ja, in het Nederlands. Ah, sorry, ja. Ik heb Nederlands, oké. In het Frans gevraagd. Dus die techniek... Eh bien, cette technique, je suppose qu'il s'agit de la technique du traitement de la stimulation du nerf vague via un appareil électrique. C'est quelque chose que nous utilisons donc actuellement dans notre laboratoire de recherche, dans le cadre de nos recherches, avec des résultats très prometteurs. Mais je dirais que pour l'instant, ce n'est pas encore disponible dans le cadre des soins de santé actuels, peut-être bien dans le cadre de la recherche. Il est important de savoir quels sont les résultats tout d'abord et de pouvoir les mettre en œuvre par la suite dans les soins de santé quotidiens du patient. Mais le style de vie, bien entendu, ça c'est quelque chose que l'on peut gérer soi-même. On peut donc être conscient de cela et on peut donc avoir une influence en la matière, c'est-à-dire une vie saine, une alimentation saine. Ça peut aussi avoir un impact sur le nerf vague et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. D'accord. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à rester, n'hésitez pas aussi à poser des questions vous-même à d'autres orateurs qui vont arriver, car tout de suite nous allons passer au deuxième chapitre, grand thème, je dirais, de cette conférence, c'est l'impact de la Covid sur les patients. On va parler de tous ceux qui souffraient déjà de maladies chroniques et de problèmes de santé avant la pandémie. Tous ont dû faire preuve d'une ultra-vigilance. Alors comment ont-ils vécu ce confinement prolongé? Et puis surtout lorsque malgré tout le SARS-CoV-2 fait son entrée dans leur vie, eh bien comment ont-ils fait pour le surmonter? Françoise Malvaux va nous aider à comprendre, à réaliser tout ça. Elle est l'une de ces patientes qui a dû mener un véritable combat pour laisser derrière elle la Covid. Nous sommes allés lui rendre visite chez elle et on va écouter tout de suite son témoignage. J'étais à un dîner et à ma table, il y avait quelqu'un qui avait été en contact avec une personne qui avait le Covid. Et toutes les personnes qui étaient à cette table ont eu le Covid, dont moi. Voilà, et bien, je suis restée 3 jours au lit en n'étant pas bien. On m'a envoyé un médecin qui m'a dit « Oh, c'est pas grave, vous avez une entérite ». Et puis, on n'a pas fait de test. Ça, c'est une chose que je veux dire, parce que c'est pas normal. Le 3e jour, on m'a trouvé dans un état lamentable, et on a appelé une ambulance, et on m'a mis en clinique pour 12 jours. Il paraît qu'il me manquait 6 litres d'oxygène, donc à partir de ce moment-là, au début, c'est que c'était grave, quoi. Hein. C'est pour ça que mais ils ont tout fait à la clinique pour me soigner correctement. Ils savaient que j'avais la sclérose en plaques, et ils ont tout fait pour que je n'aille pas en soins intensifs. Parce qu'aller en soins intensifs, c'était très mauvais pour moi. Quand je suis rentrée, là, j'ai senti que j'ai eu le Covid. Ça, j'ai senti. Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée. Je ne savais rien faire. Je ne savais... et c'était au moment de mon déménagement. J'ai pas été capable de faire une caisse. J'ai pas été capable d'emballer un verre. Je ne savais rien faire. Et je n'avais même pas encore tous mes esprits. J'avais l'impression de couler. On m'a privé de voiture pendant 7 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 7 mois sans voiture, devoir dépendre de tout le monde. Voilà, ça c'est une chose qui m'a été... J'étais confinée de chez confinée.
Merci à Françoise Malvaux. Et pour tenir ma promesse, je vous transmets son message. Si vous souffrez de maladie chronique, n'oubliez pas de bouger, bouger, bouger. Elle dit que c'est essentiel et que ça vous permet de mieux évoluer, de mieux stabiliser la maladie. Voilà, c'est dit. Des témoignages de patients. Eh bien, la LUS en a recueilli beaucoup. La Ligue des usagers de services de santé a également recueilli leurs revendications. En matière de Covid long, on a entendu Sabine Corachan poser une question à Brieux Van Damme. Eh bien, Sabine, rebonjour. Vous avez également été en contact avec les autorités de santé, telles que l'INAMI, donc raison pour laquelle vous connaissez, et puis aussi le KCE, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé en Belgique. Vous allez aujourd'hui partager avec nous le témoignage de certains patients qui vous ont contacté pendant toute cette pandémie. Je ne vous entends pas. Voilà. Bonjour. Mon micro est allumé. C'est mieux. Hop. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, Vanessa. Et je vais en fait un peu retourner en arrière ce matin parce que l'année dernière, fin de l'été 2020 plus ou moins, la LUS a effectivement été interpellée par des patients qui vivaient un parcours très chaotique, une errance médicale, 2 à 4 mois plus ou moins après avoir eu un Covid non hospitalisé, ce qui voulait dire pas testé et très souvent pas d'anticorps, donc pas moyen de dire oui, il y a eu vraiment un Covid, mais avec, comme on l'a dit auparavant, une multiplicité de symptômes qui est effectivement un défi pour la communauté médicale scientifique. Mais en même temps, il y avait quand même déjà des publications internationales sérieuses qui montraient qu'il se passait quelque chose. L'OMS avait aussi écouté déjà un collectif de patients en Angleterre. Et il y avait quand même quelque chose qui se passait, mais les témoignages que vous verrez par la suite montrent qu'il y avait tout de même ce qu'on appelle tout de même une injustice testimoniale qui peut se comprendre parce que c'était une situation difficile, on ne peut pas caser les gens dans quelque chose, mais cette impression de ne pas être cru a aussi évidemment un impact sur le psychologique, mais c'était des témoignages l'on trouvait assez forts. Donc il y avait beaucoup de doutes par rapport à ce que ces patients témoignaient et ça donne une sensation de ne pas exister. C'est très douloureux à vivre. Certains patients entendaient aussi dire que évidemment c'était tout ceci de l'imaginaire. Certains patients ont juste reçu des anxiolytiques et c'est tout. Et on se sent comme patient réduit aussi à un numéro, à des statistiques et c'est vraiment pas gai à vivre. Donc tous ces symptômes, toutes ces histoires ne rentraient pas dans les normes, ce qui était compréhensible, mais il se passait tout de même quelque chose. En anglais, ça s'appelait le long haul COVID et parmi tous les symptômes que je ne vais pas décrire aujourd'hui, il y a évidemment ce qu'on appelle aussi le brouillard cérébral ou le brain fog, qui est vraiment une sensation d'être dans les nuages à longueur de journée. Françoise en a aussi un peu mentionné. Et on ne peut plus vraiment faire les activités de la même manière qu'avant. Certaines personnes ont vraiment des difficultés réelles de concentration, on bute sur les mots, on n'arrive pas à suivre des conversations. Certains patients nous ont dit que leurs enfants même leur rappelaient où étaient certaines choses dans la maison. Et donc, on oublie vite ce qu'on dit. On a la sensation que la mémoire est une passoire. Tous ces symptômes qui sont effectivement très variés et complexes et qui affectent différents organes ont un impact évidemment aussi sur l'activité professionnelle de ces personnes, la qualité de vie est évidemment très dégradée et il y a une perte de revenus, en partie aussi due à cette errance médicale et à chercher différentes solutions. Il y a vraiment il y a eu une augmentation des frais de soins de santé en général. Mais donc, comme je l'ai dit auparavant, les patients, la communauté
peuvent être très compréhensifs par rapport à cette situation qui est un gros défi pour la communauté scientifique et médicale, mais il y a vraiment une nécessité d'une reconnaissance au niveau officiel de l'INAMI, qu'un programme de réhabilitation soit mis en place pour les cas où c'est nécessaire. Évidemment, pour tout ceci, il faut des recherches et c'est pour cela que nous avons consulté les parties qui pouvaient nous aider avec ces démarches. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite aussi, évidemment, rappeler que la prévention pour la COVID continue à être importante. Alors vous restez avec nous, Sabine, pour les questions-réponses. Je vous rappelle d'ailleurs d'envoyer des questions si vous en avez pour Sabine Corachon de la LUS ou peut-être pour aussi notre interlocutrice suivante qui est Eline Brelaine de la Vlaams Patient Platform. Vous pouvez déjà les envoyer dans le Slido. Alors un deuxième témoignage avant cela pour faire écho aux difficultés que certains d'entre vous ont traversées au cours des derniers mois. Eh bien, c'est celui de Lux Winters. Parce qu'il est depuis de longues années sous surveillance constante, il a, dès les premières heures de la pandémie, été considéré comme un patient à risque. Comment sa famille et comment lui ont-ils et vivent-ils toujours cette période, cet isolement en quelque sorte forcé? Comment a-t-il pu continuer son suivi médical malgré la pandémie? Eh bien, c'est ce qu'il nous a raconté lorsqu'il nous a accueillis chez lui. Beiden hebben mij gezegd dat ik een risicopatiënt was, een risicogeval, dat ik moest zorgen dat ik het niet opliep. En dat ik me zeer goed moest houden aan de regel van geen contact, 1,5 meter afstand. Het maakt dat ik gedurende de hele periode eigenlijk, vooral vorig jaar, mijn contacten beperkt heb, mijn fysieke contacten tot een 2-3-tal personen. Maar tijdens de derde periode vorig jaar, de derde periode die zo hoog opliep, heb ik ook die contacten gewoon verbroken, heb ik dus niemand meer gezien. Ik heb een artikel gelezen, een interview met, denk ik. Wij nooit, hè, dus... Dat is anders. Ik moest ook wel heel erg oppassen met Mieke, mijn echtgenote, want zij geeft les in een school, Sint-Lutgardis College in Antwerpen. En scholen zijn nu eenmaal een van de grote risicofactoren. Ik heb dagen gehad, weken, dat ik hier intern afstand hield van Mieke. Omdat ik echt... Ik dacht altijd, die gaat toch op een of andere manier besmet geraken. En dan heb ik het ook zitten natuurlijk. Ja, wat anders gaat even komen. Maar het is zeker aan Dat ook, hè. Om de 6 maanden moet ik naar het ziekenhuis en moet ik een aantal onderzoeken ondergaan. En dat ik getwijfeld heb of ik er wel zou gaan. Omdat ik dacht, ja, wat kan ik daar gaan doen in een ziekenhuis dat vol met COVID-patiënten zit. Ik heb telkens maal contact genomen met mijn arts en gevraagd wat ik zou doen. Hij heeft altijd gezegd, komen.
Mieke, Luc, dank u voor uw tijd. Merci à Mieke et Luc pour votre temps et pour votre confiance. S'afficher au-dessus, eh bien n'oubliez pas de continuer à nous envoyer vos questions, vos commentaires. Peut-être aussi partager votre expérience si vous avez vécu les choses d'une manière qui peut nous aider à mieux comprendre. Alors on va accueillir Eline Brunel. Bonjour Eline. Alors, vous êtes policy officer de la Vlaams Patiënt Platform, donc la plateforme flamande des patients. Luc Swenters n'a pas vu changer son suivi médical et on peut dire que c'est plutôt rare parce que la plupart des patients n'ont pas vécu les choses de la même façon. En tout cas, c'est pas le retour que vous en avez eu. Ja, inderdaad. Ik ga met jullie even... Oui, en effet, je vais partager ma présentation avec vous. Ik hoop dat jullie mijn presentatie kunnen zien. J'espère que c'est visible. Oui, tout à fait. Oui, en effet, moi je vais parler de l'impact de la crise Corona sur les soins des personnes qui souffrent d'une affection chronique. Et je vais rapidement présenter les résultats de quelques enquêtes, quelques sondages que nous avons réalisés. Comme ça, on voit dans quelle mesure les soins ont été reportés pour les gens avec une affection chronique. Maintenant, la continuité des soins est primordiale pour ce groupe de personnes. Il faut toujours suivre les affections chroniques et il est important d'assurer la continuité des soins. Et on a vu dans la crise Corona que pas mal de soins ont été reportés. Et là, on se dit que dans la période qui arrive maintenant, il faudra faire un mouvement de rattrapage où il y aura des conséquences pour certaines personnes avec une affection chronique parce que leurs soins ont été reportés. Comme vous pouvez le constater ici, on a fait 4 sondages auprès de ce groupe cible. Le premier sondage a eu lieu au mois d'avril 2020 et on voit ici pour les résultats que souvent les soins étaient reportés par le prestataire de soins même, surtout au mois d'avril. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans les hôpitaux? Des soins ont été reportés auprès du kiné et auprès du dentiste. Donc, vous voyez là, en fonction des codes couleurs, que ça c'était la partie principale. Et là, si on prend les soins reportés par les patients même, on voit qu'il y a une grande part auprès du kiné et aussi à l'hôpital et auprès du dentiste. On a refait une enquête au mois de juin. Là, on a surtout demandé aux gens s'ils ont eux-mêmes reporté leurs soins. Et là, 40% des gens ont dit oui. Ça, c'était quand même un grand groupe pour le mois de juin. Et là, on est allé discuter avec les autorités pour voir comment modifier cela. Et puis, au mois de septembre, on a fait un troisième sondage. Là, 129 personnes ont participé et là, 30% des gens prenaient encore l'initiative eux-mêmes de reporter leurs soins. Et la raison principale, vous voyez ça à droite, ça c'est la peur d'être contaminé. Donc la peur de contracter le virus. Là aussi, on a abordé les autorités pour voir comment on peut quand même organiser les soins de façon sûre, donc dans un contexte de sécurité. On a aussi encouragé les patients à prendre contact pour voir pourquoi on a reporté les soins, parce que on a essayé de sensibiliser différents acteurs pour que cela se passe mieux. Et puis encore un sondage au mois de novembre plutôt. Là, on a fait la distinction entre le patient qui reporte ses soins lui-même et là, il y a la distinction entre l'hôpital et les soins de première ligne. Et là, on voit quand même que la plupart des soins ont eu lieu
Maintenant, au mois de novembre, on est déjà bien plus loin, mais on voit quand même toujours des patients ou des prestataires de soins qui ont reporté les soins. J'ai fait ça très rapidement ici pour vous donner une idée générale. Et on voudrait évidemment regarder les pourcentages, mais si vous voulez les rapports en détail, vous pouvez les retrouver sur notre site ou vous pouvez envoyer un mail à info@vlaamspatiëntenplatform.be. Si vous voulez vraiment plus de détails, on peut vous les fournir. Ici, je n'avais pas le temps de m'attarder sur chaque détail, mais si cela vous intéresse, allez certainement vous renseigner sur notre site. Merci. Merci Eline. Et on va découvrir tout de suite les questions et peut-être le partage de cette expérience d'abord avec cette personne qui nous dit, et j'ai perdu la question, mais je vais vous la résumer, qu'effectivement, ah voilà, je l'ai retrouvée, et il faut ajouter pour beaucoup de malades chroniques ordinaires à domicile, la Covid a été une rupture du trajet de soins, parfois avec des conséquences irrécupérables. Et ça, je pense que vous avez toutes les deux, aussi bien Eline que Sabine, eu des témoignages là-dessus. Sabine ? Oui. Alors, j'ai une question de Gianni Franco qui nous dit l'interruption des soins kinés à domicile a précipité l'altération de l'état général et donc mental de certains patients chroniques. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous éclairer là-dessus ? Eline, je pense que vous avez parlé des soins de kiné. Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces patients qui ont fait partie de l'étude? Est-ce que, au bout du compte, ce sont des patients qui ont pu récupérer, rattraper le cours des choses pour le suivi de la maladie? On n'a pas vraiment une idée sur le fait si ça a pu se rattraper ou pas. Maintenant, plus on évoluait, moins les soins étaient reportés. Donc, petit à petit, les soins ont redémarré. Maintenant, dans certains sondages, on a aussi demandé quelles étaient les conséquences de ce report de soins. Et là, on voit que pour les kinés, ben voilà que c'était très important pour le trajet de soins. Et le manque de séances de kiné a eu un impact sur l'évolution, en effet. Ça, on peut le déduire de ces résultats. Merci Eline. Est-ce qu'il y a une chose à ajouter selon vous? Sabine, on vous a entendu poser une question à Brieux-Vandamme. Alors on sait évidemment que du côté des associations de patients, c'est un véritable combat. De l'autre côté, il y a l'INAMI, il y a les soins de santé qui ont des budgets. Alors il a parlé quand même d'un budget assez important. Mais est-ce que c'est pas toujours difficile d'aller finalement essayer de trouver aussi ce dont les patients ont besoin? Parce que l'INAMI peut rembourser certaines choses, mais pour l'instant, il y a encore des choses sur lesquelles il y a un véritable flou et que vous-même vous découvrez au fur et à mesure en parlant aux patients. Oui, Sabine, si je peux me permettre, je prendrai une parole courte. Parler aux patients, écouter aux patients, c'est important. C'est important aussi, évidemment, de récolter des données sérieuses. Je crois que les deux doivent aller de pair. Merci Sabine. Alors, nous allons maintenant découvrir un autre témoignage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un patient sur 10 souffre encore de problèmes liés au Covid après 12 semaines. Et dans certains cas, c'est pendant plusieurs mois que persiste une extrême fatigue, des problèmes respiratoires, neurologiques, des problèmes cardiaques parfois très lourds. Avant de donner la parole à ceux qui étudient ces phénomènes sur le plan médical, eh bien, on va regarder le témoignage de cette dame. Elle parle de cette immense fatigue et elle décrit aussi certaines de ses douleurs. Voilà, madame, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe depuis que vous avez fait la Covid au mois d'avril dernier, c'est-à-dire il y a 2 mois? Oui, bien sûr. En fait, j'ai vraiment beaucoup plus mal à la tête, c'est plus intensif.
Et sur ce, j'ai des très grosses pertes de mémoire. Donc ça veut dire, à partir de 10 heures, on va dire, si j'ai un sommeil, ben après je me rappelle vraiment plus de ce qui s'est passé, si je me suis réveillée, pas réveillée. Et voilà, et ça m'handicape vraiment pour m'occuper de ma famille et tout. Et voilà. Et vous m'avez dit aussi que vous avez, au point de vue fatigue, c'était un oui, problème une très grande fatigue. Voilà, par exemple, arriver en soirée, ben voilà, je suis une loque. Ouais. J'ai très dur à m'en remettre, oui. Ouais. Bonjour, professeur Beaune, vous dirigez le service de neurologie de l'UZ Ghent. Ce genre de témoignage dans votre cabinet, c'est de plus en plus fréquent, je pense. On a l'impression que des problèmes neurologiques, il y en a de façon systématique chez les patients qui ont souffert de Covid. C'est pas forcément le cas. C'est le cas de la majorité des patients uniquement qui sont allés en milieu hospitalier. Et quand on parle de symptômes neurologiques, évidemment, c'est parfois des symptômes très différents. Donc certains sont évidents à diagnostiquer, très visibles, très reconnaissables, et puis d'autres sont bien plus compliqués à appréhender. Il s'agit pour vous et pour le corps médical et scientifique d'un véritable défi aujourd'hui. Oui, en effet, je vais montrer ma présentation. Kan u mijn slide zien? Oui. Ja, sorry. Ja. Wel, inderdaad. Eerst en vooral dank u wel aan... Oui, en effet, merci beaucoup aux organisateurs et je remercie plus particulièrement l'équipe du professeur Cochet de m'avoir invité à ce webinaire particulièrement intéressant, comme vous l'avez déjà dit. Il est vrai que la question centrale qui se pose au niveau neurologique, c'est de savoir ce que la COVID fait avec le cerveau. Et donc, je vais essayer de vous donner un résumé très succinct. Tout d'abord, vous avez bien entendu des complications neurologiques qui peuvent se présenter aussi en cas de grippe, par exemple, ou lors d'épidémies de la COVID précédente. Mais elles étaient particulièrement rares en fait. Il ne s'agissait que de 0,02%. Bien entendu, il faut savoir que la COVID a causé une pandémie internationale avec énormément de patients. Bien sûr, on avait 220 millions de cas au niveau international le mois dernier. Et à cause de cela, bien entendu, il va de soi que même si l'on va avoir proportionnellement peu de patients, mais qu'il y a quand même pas mal de personnes avec un problème neurologique. Et nous l'avons déjà dit précédemment d'ailleurs, hein, donc 80% de tous les patients qui sont à l'hôpital souffrent d'un problème neurologique. Et la plupart de ces patients, en fait, ne sont pas hospitalisés. La question est donc de savoir quelle est leur part dans cette prévalence de problèmes neurologiques. Que savons-nous? De quoi sommes-nous certains? Nous savons que la COVID peut avoir un impact au niveau du cerveau et au niveau de la moelle épinière, et c'est une évolution au niveau des jours et des heures. Bien sûr, la cognition, la mémoire, quelquefois aussi la conscience aussi, ça peut donner lieu à des troubles du sommeil, etc. Et nous savons que chez un certain nombre de personnes, il s'agit d'une encéphalopathie, une encéphalite. C'est véritablement une inflammation causée au niveau du cerveau, et l'encéphalopathie, c'est la conséquence de l'hospitalisation dans une unité de soins intensifs avec des problèmes d'insuffisance ou de problèmes de déficience cérébrale. Donc 50% à une encéphalite, et donc je dirais que 10% des patients meurent et décèdent aussi suite à ces problèmes. Il y a d'autres facteurs bien sûr au niveau cérébral qui sont également très importants. L'histoire racontée par le professeur Van Hasselt. Donc il y a véritablement donc cette tempête des cytokines, cette tempête neurologique qui peut avoir un impact au niveau de la lutte de la COVID, et c'est donc quelque chose qui est essentiel
essentiel à savoir. Nous savons aussi qu'un symptôme très important, c'est la perte de l'odorat aussi et du goût. Environ 90% en fait de perte d'odorat et dans 80% des cas aussi des perturbations au niveau, des troubles au niveau du goût aussi. Et donc il n'y a pas non plus une guérison rapide suite à cela. Et il y a des marqueurs, bien sûr, qui sont utilisés pour identifier la présence et la prévalence de la COVID, et donc la perte de l'odorat en est un. Ensuite, vous avez aussi le fait d'avoir une prévalence plus importante de CVA et donc ou d'AVC, pardon, accident cardiovasculaire. Et donc en effet, nous avons vu que 1% des patients peuvent souffrir de thrombose cérébrale. Au moment où l'on est positif et on a une telle thrombose, c'est bien entendu aussi un facteur à risque très important, un risque de décès aussi. Il y a eu des cas très rares aussi de thrombose aussi qui ont été mis en relation avec la vaccination. Mais est-ce que c'est maintenant un facteur important ou non? Je pense qu'il ne s'agit que d'un nombre très limité de patients. Comment cela se fait-il que les personnes qui souffrent de la COVID ont des problèmes d'AVC? Eh bien, il y a un problème de coagulation au niveau du sang. Vous avez aussi des lésions au niveau des parois vénales, etc. Tout cela est donc effectivement occasionné par la réaction d'inflammation. Un autre point, c'est donc celui du long haul COVID. De quoi s'agit-il? Du COVID long, de la COVID longue. Et donc en effet, c'est une perte de la mémoire, ce que l'on appelle le brain fog, ce brouillard cérébral pour ainsi dire. Il y a des études qui ont été effectuées au Royaume-Uni, mais également dans d'autres pays. Il s'avère qu'il y a 10 à 20% plus de chances de développer des troubles cognitifs en cas de séropositivité par rapport à la COVID. Et cela n'a rien à voir avec le fait, ça n'a rien à voir avec la gravité de l'infection en soi. Donc en fait, ces troubles cognitifs ne peuvent pas tous être ramenés à des suites d'hospitalisation, par exemple au niveau de l'unité des soins intensifs, où nous savons que cette hospitalisation peut déjà donner lieu à des troubles cognitifs chroniques. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt de personnes qui ont donc une forme modérée ou faible de la COVID. C'est ce que l'on dit long COVID, ou ce que l'on entend par long COVID. Et donc, en fait, je pense qu'il faut savoir que long COVID n'existe pas uniquement auprès de personnes qui ont des troubles cardiaques et pulmonaires chroniques, mais également au niveau du cerveau. Et notre problème, et cela a déjà été aussi confirmé aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas le mécanisme. Nous avons effectué pas mal d'études et nous avons regardé comment les réseaux fonctionnels communiquent les uns avec les autres. Suite à la COVID, il y aurait donc des troubles à ce niveau-là, donc moins de communication entre ces réseaux, et il se peut aussi qu'il y ait des problèmes minimaux neurologiques. Il n'y a peut-être pas de déviation au niveau du scanner, au niveau des MRI, etc., mais il faut aller au-delà et il faut chercher avec d'autres techniques. Et je pense, et c'est le message central de ce webinaire, je pense que la détection précoce et le fait de prendre les plaintes au sérieux, que c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut savoir d'ailleurs aussi qu'il y a des stratégies et des traitements qui sont déjà possibles aujourd'hui. Une dernière question à laquelle je voudrais répondre, c'est-à-dire comment est-ce que ce cerveau atterrit, ou pardon, ce virus a atterri dans le cerveau? Eh bien, nous savons effectivement qu'il y a certains récepteurs qui sont donc effectivement présents dans la muqueuse du nez, pardon, et c'est ainsi que cela peut donc aller jusqu'au cerveau. Et puis d'autre part, il faut savoir que le virus peut se situer aussi au niveau donc du sang, bien sûr, et à ce moment-là peut donc dépasser la protection au niveau cérébral, la barrière cérébrale, et donc vous avez donc ces veines cérébrales qui peuvent donc identifier le virus de cette façon. Donc en guise de conclusion, que pouvons-nous dire? Eh bien, nous ne voulons bien entendu pas causer la panique. Il faut savoir que le nombre de patients avec des troubles neurologiques dans des circonstances aiguës souffrant de la COVID est un nombre très bas par rapport au reste. Mais les AVC et les troubles cognitifs, on les retrouve dans d'autres infections rénales, et donc il s'avère aussi
que c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Nous avons besoin aussi d'effectuer de nouvelles études. C'est absolument indispensable. Et on y va, 50 à 80% de la population internationale peut être contaminée si on ne fait pas le nécessaire. Donc il y a un tsunami d'affections cérébrales. Et le long haul Covid peut donner lieu effectivement à pas mal de problèmes médicaux. Cela peut avoir bien sûr des conséquences économiques et sociales très importantes, et une attention accrue est absolument indispensable au niveau de ces symptômes de la COVID. Il y a des études qui ont été faites par l'Association européenne ou internationale de la neurologie. Certains rapports sont déjà connus, mais on ne s'attend qu'à des résultats complets à la fin de l'année prochaine. C'est ainsi que je voudrais en fait clôturer ma présentation, et je vous remercie de votre attention. Paul Beaune, nous allons maintenant prendre connaissance de cet autre témoignage d'une patiente. 17 mois après avoir contracté la Covid-19, elle doit toujours planifier sa vie en fonction des troubles qu'elle ressent et qui sont liés à la maladie. On la regarde. In maart 2020 ben ik op een zonneavond beginnen hoesten. Eerst En mars 2020, j'ai commencé à tousser le dimanche soir. Je pensais que c'était une toux allergique. Mais par la suite, j'ai commencé à vomir. J'ai eu un certain nombre de problèmes respiratoires. Le quatrième jour, j'ai fait des radios à l'hôpital, radio pulmonaire, rien à voir. 8 jours après, on m'a hospitalisée à l'université, l'hôpital universitaire de Gand. J'ai été hospitalisée pendant 15 jours au total. Lorsque je suis rentrée chez moi, je ne pouvais rien faire parce que j'étais extrêmement fatiguée. Et 17 mois après, je ne suis toujours pas la personne que j'étais auparavant. Je suis extrêmement rapidement fatiguée, même lorsque je réfléchis à quelque chose, je deviens fatiguée d'emblée. Et donc, je ne me rappelle de rien, je me souviens de rien, et très souvent, je ne retrouve plus mes mots lorsque je suis en train de raconter quelque chose. J'étais quelqu'un de particulièrement actif, et maintenant je suis quelqu'un qui doit tout planifier pour encore pouvoir faire quelque chose, mais pas trop non plus. Je dois tout inscrire dans un cahier. Je fais de mon mieux, spécialement pour ma famille. Quelquefois cela fonctionne, quelquefois cela ne fonctionne pas bien, et c'est difficile à accepter. Voilà, j'étais en train de prendre connaissance de vos questions. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer. J'en profite pour vous présenter des excuses, en tout cas à ceux que ça a pu choquer. Vous m'avez entendu prononcer un mot dont ma grand-mère aurait dit qu'il nécessitait de me laver la bouche au savon. Je pensais ne pas être sur antenne. Je vous présente donc toutes mes excuses. Alors, comment soulager tous ces patients et faire en sorte que ces symptômes très invalidants disparaissent? Eh bien, comment les aider en fait à retrouver en quelque sorte leur vie d'avant. C'est de cela dont vous allez nous parler, Paul Verbank. Bonjour, vous êtes psychiatre, professeur de psychiatrie à l'Université libre de Bruxelles. Alors avec vous, on va reparler de ce fameux nerf vague. Vous avez mené une étude expérimentale, ça veut dire que donc certains patients ont pu tester vraiment le dispositif. Qu'en ressort-il pour eux? Bien, je pense que vous voyez le diapo. Oui, ici. tout à fait. D'accord, bon, donc c'est bien. Ben, effectivement, donc, on a évoqué l'intérêt de la stimulation du nerf vague au moins à 2 reprises depuis le début de ce webinaire. Et d'une certaine manière, je viens conclure en montrant finalement, nous l'avons fait. Nous l'avons fait dans le cadre d'une étude pilote. Donc, c'est une première étude. Pour les personnes qui veulent voir le détail de l'étude, elle est en ligne actuellement et dans la dernière dia, il y aura la référence qui apparaîtra. Donc, ça c'est effectivement une première chose. Bon, comme prémisse, bon, je vous rappelle très brièvement, finalement, ce qu'aujourd'hui on imagine en fait de l'infection par le SARS-CoV-2. De plus en plus, il apparaît que finalement, il n'y a pas une modalité de maladie, il y en a probablement au moins 2, hein, d'une part, et qui ne sont pas obligatoirement liées. L'une ne découle pas obligatoirement de l'autre. Il y a une infection aiguë, dont la voie d'entrée est principalement respiratoire, se traduit à des degrés divers par une insuffisance respiratoire, et puis
liée à l'orage cytokinique qui a déjà été mentionné plusieurs fois. Il y a une altération d'organes vitaux qui mène éventuellement à la mort. Ça, c'est effectivement la première phase qu'on a connue. Puis maintenant, on est dans le Covid long qui est lié vraisemblablement à une voie d'entrée probablement neurologique du virus, probablement au travers du bulbe olfactif. Donc là, la symptomatologie est au long cours, avec un dysfonctionnement probable du système nerveux autonome, et de plus en plus dans la littérature, on parle de dysautonomie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons testé la possibilité d'intervention par stimulation du nerf vague. Alors l'expérimentation que nous avons réalisée, je vous la décris tout immédiatement, mais en précisant comme une chose, c'est que, et ça, c'est pour ça que j'ai été extrêmement heureux d'entendre à la fois les commentaires finalement des groupements de patients et aussi des témoignages de patients, c'est que la toute première chose que nous avons réalisée, c'est en fait de rencontrer des dizaines de personnes, des dizaines de personnes pour apprendre ce que, en fait, Covid long représente. Avec une plainte qui finalement peut être résumée pour quasi tout le monde de la manière suivante: depuis que j'ai été infecté par le Covid, je suis incapable de retrouver ma vie d'avant. Ça se matérialise de manière diverse, mais à côté de ça, cette plainte-là est effectivement ce qui est majoritairement présent chez tous les patients. Donc l'expérimentation que nous avons faite l'a portée sur 20 patients, mais dans notre série aujourd'hui, nous en avons une cinquantaine. Il y a un épisode aigu qui a été identifié. Il y a une pathologie qui est persistante depuis 3-10 mois. Nous avons caractérisé le syndrome, donc je vais vous montrer effectivement comment nous l'avons fait. Et sur la base de cette caractérisation, nous avons construit une échelle d'intensité des symptômes. Et ensuite, nous avons pratiqué chez ces personnes 2 fois 5, donc au total 10 stimulations du nerf vague. En ce qui concerne les symptômes avant traitement, donc vous le voyez ici, finalement présenté en tableau, et comme vous le voyez, la plainte qui existe toujours, c'est la fatigue. La fatigue, plus exactement, l'épuisement. Donc, on peut en dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas le détailler ici. Les problèmes cognitifs, donc ce brouillard cérébral est quelque chose qui vient en second lieu, et puis des douleurs, etc. Et toute une série de symptômes qui au total, finalement, apparaissent comme disparates, mais finalement font partie du syndrome pour chaque personne. C'est sur la base de ceci, donc là, je peux détailler comment nous l'avons fait, mais sur la base de cela, pour chaque patient, nous avons construit un score qui est personnel et qui a permis finalement de suivre son état dans le cadre de la stimulation. Les résultats sont les suivants. Donc ici, je ne vous présente que l'évolution de l'intensité du syndrome. Nous avons toute une série d'autres variables que nous avons recueillies également. Et donc, J0, c'est la situation des gens finalement avant stimulation. J5, 5 stimulations. J10, 10 stimulations. Et follow-up, c'est quoi? C'est après l'arrêt du traitement par stimulation, une semaine plus tard, dans quelle situation les gens se trouvent. Alors, il y a quelque chose qui nous a frappé rapidement et que nous ont témoigné les personnes qui en étaient elles-mêmes surprises, c'est que finalement, quasi toutes les personnes, sinon toutes, ont vu leur situation s'améliorer d'une manière finalement très significative. Donc, c'est quelque chose qui est, au point de vue statistique, est particulièrement manifeste à partir du jour 10, donc en fin de la 10e stimulation. Et de manière importante, c'est un effet qui semble se maintenir une semaine plus tard. Donc, on peut dire beaucoup de choses, on peut discuter effectivement sur les aspects placebo. C'est une étude, c'est une première étude, c'est une étude pilote, donc nous n'avons pas réponse à tout. Mais il n'empêche, c'est une étude qui est intéressante. Aujourd'hui, nous avons effectivement l'expérience finalement du traitement en clinique de ce type de personnes par stimulation du nerf vague, pour alimenter un tout petit peu la discussion sur le traitement, l'accessibilité au traitement. Le traitement est accessible. Le matériel est accessible. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de remboursement du traitement. Donc, il y a effectivement l'aspect financier qui intervient.
Pour les personnes qui souhaiteraient maintenant voir le détail de notre étude, je les renvoie vers la publication qui actuellement est accessible en ligne. Je vais encore préciser une chose, c'est que ce travail, au départ, finalement, a été rendu possible par un soutien, par un financement de la région Wallonne. Merci beaucoup. Merci, professeur Verbank. Alors, avant de lancer la dernière séance de questions-réponses avec les orateurs, on va faire le point sur la migraine. Tout à l'heure, l'une de nos oratrices vous parlait du brain fog. Eh bien, le film que vous allez voir va peut-être illustrer vraiment les choses pour les patients qui connaissent ces symptômes, cette impression vraiment d'être le cerveau pris en étau. On va regarder ce petit film et on revient tout de suite pour les questions-réponses. Voilà, une première question pour Paul Bonne. C'est une question de Helga Hillen. Elle nous explique son expérience et elle dit voilà, j'ai toujours des problèmes cognitifs, donc après le Covid. Est-ce que vous avez déjà des résultats de recherche sur une estimation de la durée des problèmes cognitifs? Et elle dit il n'y a rien qui puisse mettre ça en évidence sur les 2 scans IRM que j'ai faits et j'ai demandé un PET scan à mon médecin, mais pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. Ce que le médecin me dit, c'est le Covid, c'est une maladie très longue et les gens meurent de ça. De vraag weerspiegelt eigenlijk een beetje wat ik gezegd heb. La question reflète un peu ce que j'ai expliqué, les moyens classiques afin de poser un diagnostic pour les gens avec un problème cognitif. Si on pense par exemple à une démence, c'est quoi alors? C'est des scans, un CT scan ou un examen neuropsychologique. Ben, ces examens ne donnent pas maintenant de résultats. Et c'est ça le défi maintenant avec ce Covid. On ne sait pas trop quoi regarder au niveau des diagnostics. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'a pas vraiment une bonne définition du long Covid. Maintenant, j'espère que le rapport KCE va donner une réponse. Le KCE, c'est le centre d'expertise et les autorités ont demandé à ce centre d'expertise fédéral d'avoir une définition du Covid long. C'est déjà une bonne chose. Comme ça, on sait de quoi on parle et tout le monde parle de la même chose. Maintenant, pour revenir sur la question de madame, c'est vrai, un PET scan, je ne sais pas non plus ce qu'on irait chercher sur le PET scan parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit chercher. On doit donc faire plus de recherches scientifiques pour voir auprès des gens qui ont beaucoup de plaintes si on peut voir quelque chose qu'on peut lier aux plaintes. Et après, on peut utiliser cette recherche pour poser le diagnostic auprès d'autres personnes aussi. Donc, on est convaincu qu'il y a un ennemi quelque part, mais on ne connaît pas très bien l'ennemi. On ne sait pas trop où le chercher. Et ça, c'est le problème difficile auquel on est confronté en ce moment. Et je pense que tous les efforts doivent être consentis pour faire un bon diagnostic. Pour ça, on a besoin de cette définition. Et puis après, il faut chercher les moyens qui nous permettent de dire aux gens avec telle ou telle plainte, et voilà, ça c'est probablement causé par le Covid, et voilà ce que vous pouvez faire. Mais maintenant, on est au début de la définition d'une nouvelle affection
Et ça prend du temps. Et je comprends que les patients et les associations qui représentent les patients deviennent impatients, mais nous, on doit faire ce travail. Merci Paul Beaune. Je vais profiter de ce moment pour faire un petit rappel pour les médecins, les kinés et les pharmaciens qui nous regardent. N'oubliez pas d'envoyer vos emails à Gianni Franco. On va remettre son adresse email à l'écran. Vous pouvez demander tout ça aujourd'hui, évidemment. Donc l'adresse c'est Gianni en majuscule avec 2 n.franco@skynet.be. Et on en revient tout de suite au débat avec une question pour le professeur Paul Verbank. Paul, est-ce qu'il existe déjà un dispositif qui soit en cours de création pour étendre les choses et ne pas en rester au domaine de la recherche? Est-ce qu'on a déjà une idée du prix que ça pourrait coûter aux patients? Est-ce que ce sera abordable ou très cher et donc peut-être impossible à ramener à la maison? Oui, en fait, le traitement est accessible, mais à un coût, et il n'est pas remboursé. Hein. Quel est le coût, Paul Verbank? Quel est le coût? Donc, le coût, grosso modo, on peut considérer que pour une séance de stimulation, grosso modo, ça coûte grosso modo, finalement, 50 € par séance et par personne. En sachant que le matériel est accessible, y compris parfois trop accessible. Il y a tous ces dispositifs de simulation du nerf vague qui existent sur Internet. Il faut un petit peu se méfier parce que finalement, là-dessus, il n'y a pas de caractère de garantie. Il y a du matériel que nous avons eu l'occasion de tester au laboratoire. Et donc, il y a moyen d'avoir un dispositif qu'on peut utiliser d'ailleurs en auto-distribution. Donc, il vaut mieux avoir un monitoring par une équipe de personnes qui suivent le patient, mais il y a moyen effectivement de faire que la personne s'auto-stimule. Donc, ça rend le coût supportable. Mais à côté de ça, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de remboursement. Donc, le traitement, d'une part, est accessible, mais à côté de ça, effectivement, il présente un poids financier pour les gens, d'autant que la stimulation va devoir se faire très souvent, finalement, pendant une longue période. Merci. Donc, on déconseille ces applications qu'on trouve sur Internet. Ça, c'est vraiment un conseil à donner aux patients. Ne les utilisez pas, consultez. C'est plutôt ça, Paul Verbank. Oui, exactement. D'accord. Alors, une autre question. Alors, à vous de voir lequel de vous deux veut y répondre, ou peut-être tous les deux. La perte de l'odorat, est-ce un marqueur défavorable de l'évolution neurologique qui indique qu'une prise en charge plus attentive est nécessaire? Paul. Ik kan daar wel op antwoorden. Oui, je peux répondre non. La réponse est non. C'est un biomarqueur. Ça, oui. Quand on a des symptômes respiratoires et si on perd l'odorat, ça indique dans le contexte actuel qu'il y a une infection Covid. Mais cela, en soi, ce n'est pas un facteur qui doit avoir un impact négatif, heureusement, parce que 90% des gens ont une perte d'odorat plus légère ou plus sévère. Heureusement que tous ces cas ne donnent pas ce genre de problème. Paul Verbank, vous aviez une réponse également, je voyais. Oui, mais donc dans l'accord de personnes que nous avons eues, comme vous l'avez vu dans le tableau, il y a à peu près la moitié d'entre eux qui se plaignaient de troubles du goût et de l'odorat, donc à 2 degrés divers, donc soit une perte complète, soit un odorat, un goût qui était présenté comme encore anormaux. Alors, ce que nous avons observé, c'est qu'en fait, ce sont des symptômes qui s'améliorent finalement comme les autres. Comme les autres, je vais insister sur une chose, et ça c'est quelque chose qui est un petit peu déconcertant, c'est que finalement, chacun de ces symptômes semble avoir une vie propre et une cinétique finalement de récupération qui lui est personnelle. Donc c'est le cas finalement pour la récupération du goût et de l'odorat au même titre que pour le reste. Alors, une question sur le sommeil cette fois. Des études ont-elles été faites sur le sommeil des Covid longs? Comment serait-il possible de le rendre plus réparateur? C'est vrai que c'est un problème dont souffrent les patients. Et puis, quelqu'un nous dit également, j'ai entendu parler du pacing, mais ça semble assez difficile à pratiquer. L'un de vous deux? Paul Verbank? Oui.
Donc beaucoup de patients qu'on rencontre se plaignent de leur sommeil et mentionnent quelque chose qui est particulier, y compris des personnes jeunes, c'est le fait qu'ils présentent des apnées de sommeil. Donc, dans notre cohorte, j'ai fini par interroger les gens systématiquement à ce point de vue-là. Et grosso modo, un tiers à la moitié des personnes que nous avons, donc ce sont des personnes dont l'âge moyen était d'une 40aine d'années, se plaignaient d'avoir développé finalement des apnées de sommeil, mais quelque chose de particulier aussi quand on interroge ces gens plus précisément, aussi d'apnée de jour. Donc c'est vraiment au niveau de la commande, au niveau de la commande respiratoire qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens nous disent à un certain moment, j'étouffe et je dois me dire et respire. Donc ce sont des apnées de sommeil mais aussi des apnées diurnes qui effectivement vraisemblablement témoignent d'une altération de la commande centrale de la respiration. Je vois cette question à propos de la revalidation. La question, si on peut la montrer à l'écran, nous dit est-ce que la question des hypométabolismes cérébraux observés chez beaucoup de Covid long et la nécessité ou non d'une revalidation est abordée aujourd'hui? Oui, on va l'aborder avec l'un d'entre vous. Voilà, on la voit, cette question apparaître à l'écran. Lequel d'entre vous pourrait aider ce spectateur? Oui? Ik wil er wel iets over zeggen in de zin. Je veux bien réagir à cela. En fait, moi, je ne suis pas au courant d'un grand nombre de patients avec des hypométabolismes cérébraux. Moi, je ne suis pas au courant de cela et ça peut être dû à beaucoup de facteurs. Il n'y a pas une corrélation entre cela et le Covid ou le long Covid. Moi, je ne suis pas au courant des études qui démontreraient cela. Maintenant, un PET scan ou d'autres examens permettent de mesurer le métabolisme du cerveau. Et ça, en soi, c'est une étude intéressante pour voir, pour les gens qui ont des plaintes persistantes, ce qui se passe. On peut voir ce qui se passe. Donc, on ne cherche pas trop dans le sens de métabolisme maintenant, mais plutôt un réseau perturbé. Je l'ai dit brièvement lors de ma présentation. Il s'agit donc de la possibilité où ça se passe mal dans la communication entre différentes parties du cerveau. Et cette communication est nécessaire pour fonctionner si vous voulez réfléchir, parler de quelque chose, raconter quelque chose. Ce n'est pas une partie du cerveau qui règle ça, mais il s'agit de différentes parties de votre cerveau qui doivent travailler ensemble. Et c'est cette fonction de réseau qui serait perturbée par le Covid. Et c'est sur ça que la recherche se concentre. Donc les recherches ne se concentrent pas tellement sur le métabolisme du cerveau. Paul Vormanck, je vous donne la parole. Il nous reste 2 minutes avant de devoir conclure. Allez-y. Donc, en vitesse, 2 choses. D'une part, il y a des études pilotes qui existent actuellement, réalisées par des techniques radioisotopiques. Et donc, chez certaines personnes, effectivement, il y a des anomalies qui commencent à être montrées. Le sujet loin d'être clos. En ce qui concerne la revalidation, c'est un sujet très, très important. Pour beaucoup de personnes qu'on a engagées trop vite dans une revalidation, ce qui nous communique, c'est « je suis trop épuisé pour faire cela ». Donc le fait de parvenir à améliorer leur situation suffisamment, et donc la stimulation du nerf vague est un outil, et pour l'instant, j'aimerais pouvoir dire parmi d'autres, mais pour l'instant, c'est l'outil dont nous avons, le fait d'améliorer leur situation jusqu'à un seuil qui leur permet de bénéficier d'une revalidation, c'est quelque chose effectivement qui est important. Et ensuite, la revalidation, oui, le retour à une vie normale, par la kiné, par des entraînements cognitifs, etc., ce sont des choses très utiles. Merci à tous les deux, merci à tous les orateurs qui vous ont précédés aussi pour ces conférences qui, nous l'espérons, vous auront permis d'en savoir plus, de peut-être avoir d'autres idées sur la manière d'évoluer, de vous soigner ou de mieux accepter ce qui vous arrive si vous êtes patient. Merci aux témoins qui ont eu la gentillesse et le courage aussi de partager leur expérience. Merci de la part de BBC aux sponsors qui soutiennent
tienne cette conférence. Et bien entendu, merci à vous tous de nous avoir consacré ce samedi matin. Alors, une dernière question via Slido. Vous allez dire j'y tiens et jusqu'au bout. Mais cette fois, c'est pour vous. C'est pour pouvoir vous satisfaire à l'extrême, on va dire, et dans l'avenir, puisque on va vous demander de nous dire ce qui, selon vous, aurait été nécessaire dans cette conférence. Qu'aurions-nous dû, voilà, c'est mieux, aborder lors de cette conférence? J'en ai vu certains poser des questions sur le poumon. Alors évidemment, nous n'avions pas de pneumologue avec nous. Ça, c'est éventuellement un thème. Vous voyez qu'on pourrait aborder dans la newsletter du Belgian Brain Council. Et c'est en quelque sorte ce qu'on vous demande. Dites-nous ce que vous voudriez savoir. Dites-nous comment le Belgian Brain Council peut vous aider. Alors, si vous voulez revoir cette conférence, eh bien, elle restera en ligne. N'hésitez pas à la revisionner s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager le lien sur les réseaux sociaux ou avec des personnes qui auraient besoin d'entendre les conférences que nous avons entendues aujourd'hui. Le Slido reste ouvert encore 10 minutes, donc répondez. Je vous remercie, je vous dis au revoir, je vous souhaite un excellent week-end et surtout, comme on a pris coutume de le dire depuis 2 ans, prenez bien soin de vous.